Bonjour à toutes et à tous. Au nom du Fonds de recherche du Québec et de ses partenaires, je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances qui permettra d'en connaître davantage sur les résultats issus de deux recherches menées dans le cadre du programme de recherche sur les personnes aînées vivant des dynamiques de marginalisation et d'exclusion sociale. Nous entendrons tour à tour l'équipe de Sherry Brotman de l'Université McGill, représentée par Marie-Hélène Deshaies, Samuel Rago et Aglaé Mastro-Stefano, ainsi que l'équipe de Maë Gilbert-Ouimet et Marco Alberio de l'Université du Québec à Rimouski. Le tout pour une rencontre qui prendra fin autour de 11h15. Je suis Karine Gendron, responsable de programme à la Direction des actions concertées du Fonds de recherche du Québec, et c'est avec plaisir que j'animerai la séance d'aujourd'hui. Il est intéressant de savoir que ce programme a permis le financement de 9 projets de recherche et de recherche-action. Plusieurs activités de transfert des connaissances ont ou auront lieu prochainement pour vous présenter ces recherches dans le but de réfléchir ensemble aux changements de pratiques ou d'approches qu'elles rendent possibles, puis aux connaissances acquises dans le cadre du programme. Précisons que ces recherches ont pu être réalisées grâce aux partenaires du FRQ qui les ont financées à 100. Ces partenaires sont le ministère de la Santé et des Services sociaux, la Société d'habitation du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Nous les remercions de s'engager dans le soutien de la recherche, puis de reconnaître son importance afin d'éclairer les décisions, les stratégies, les actions gouvernementales à mettre de l'avant pour appuyer les milieux pratiques et citoyens qui sont concernés par ces projets. Les objectifs du programme sont nombreux. Pour en nommer quelques-uns, il s'agissait de mieux comprendre les réalités vécues par les personnes aînées du Québec vivant des dynamiques de marginalisation et d'exclusion sociale, d'identifier ces dynamiques et les contextes qui rendent ces personnes aînées vulnérables, ainsi que les conjonctures et rapports sociaux susceptibles d'entraîner leur marginalisation. Puis, il s'agissait aussi de dégager des pistes d'action ou d'intervention visant à réduire leur exclusion sociale ainsi que les inégalités sociales liées au vieillissement. Vous aurez compris que ce programme s'inscrit dans la programmation des actions concertées du Fonds de recherche du Québec. Aux actions concertées, ce sont les partenaires qui définissent les objectifs, les besoins de recherche du programme, alors que le fonds est quant à lui responsable de la gestion du financement, allant de la coordination des comités d'évaluation des dossiers déposés jusqu'à l'organisation des différentes rencontres qui permettent aux équipes de recherche de discuter avec les partenaires des ministères et de différents milieux. Nous nous assurons également du respect de la liberté académique et de la propriété intellectuelle des chercheurs et chercheuses. Au terme de chaque recherche menée aux actions concertées, le Fonds organise une activité de transfert des connaissances permettant de favoriser l'appropriation des connaissances par les milieux utilisateurs. C'est autour de cette rencontre que nous sommes réunis aujourd'hui. Vous êtes plusieurs avec nous pour discuter des deux projets. Vous provenez d'un milieu diversifié, ce qui est très stimulant et qui promet une période d'échange riche, échange que nous encourageons d'ailleurs. Pour ce qui est du déroulement de la séance, chaque équipe disposera de 30 minutes de parole. Nous les entendrons ainsi tour à tour et vous pourrez poser vos questions pendant les 15 minutes qui suivront leur présentation. Ces questions seront à inscrire dans la boîte de discussion et je pourrai les relayer à la période d'échange. Je serai un peu votre porte-voix aujourd'hui. Vous constaterez que vos caméras, vos micros ne peuvent s'activer puisque nous enregistrons la séance pour la rediffuser sur notre chaîne YouTube du Fonds d'ici quelques jours. Cela dit, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin puisque la période de questions ne sera pas rediffusée. Par ailleurs, je vous informe que les questions écrites dans la boîte de discussion ne sont pas visibles à l'ensemble des participants et participantes. Elles ne sont accessibles qu'aux panélistes que vous voyez à l'écran. N'hésitez donc pas à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête pendant la présentation, même si nous n'y répondrons qu'à la toute fin des présentations. Je suis également accompagnée de ma collègue Samia Garba, qui est responsable des aspects logistiques et techniques de la rencontre. Elle pourra vous aider avec tout éventuel problème technique, puis je la remercie de veiller avec toute sa bienveillance sur nous comme ça. Sans plus tarder, j'inviterai donc l'équipe de Sherry Brotman de l'Université de McGill à nous présenter leur projet de recherche intitulant Les expériences d'exclusion et d'inclusion sociale chez les personnes vieillissant en situation de neurodiversité
et leurs proches. Je précise que Sherry Brotman ne pouvait pas être présente avec nous aujourd'hui. Donc, sa présentation sera prise en charge par plusieurs autres membres de son équipe qui ont vraiment participé très activement à l'élaboration, à la réalisation du projet. Donc, sa co-chercheuse, Marie-Hélène Deshaies, ainsi que Aglaé Mastro Stefano et puis Samuel Rago. Je me permets d'ailleurs de les présenter brièvement. Marie-Hélène Deshaies est professeure à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Détentrice d'un doctorat de sociologie, elle possède une expérience diversifiée d'intervention collective au sein d'organismes communautaires. Ses intérêts de recherche portent tout particulièrement sur l'organisation communautaire, l'action collective et les mouvements sociaux, la lutte à la pauvreté et aux inégalités et les processus participatifs et collaboratifs de recherche. Aglaé Mastro-Stefano a obtenu sa maîtrise en travail social à l'Université McGill et poursuit actuellement son doctorat en travail social à l'Université McGill en se concentrant sur les expériences et les besoins des personnes neurodivergentes. Aglaé possède également des années d'expérience en tant qu'assistante et coordonnatrice de recherche en travaillant avec le docteur Brotman et elle a dirigé de nombreuses conférences liées à ce travail. Elle possède également des années d'expérience en travail social clinique, en particulier dans son travail avec les populations neurodivergentes et les personnes ayant des troubles de santé mentale dans le contexte des soins publics. Quant à Samuel Rago, il est doctorant à l'École de travail social de l'Université McGill. Son programme de recherche se concentre sur les questions liées à la sécurité financière des personnes en situation de handicap, à l'emploi inclusif des personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle, ainsi qu'au soutien aux personnes proches aidantes. Il a travaillé sur la recherche comme expert œuvrant dans le domaine des politiques publiques liées à la neurodiversité et au handicap en général. Donc, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui et puis je vous cède la parole pour les 30 prochaines minutes. Merci, Madame Gendron. Donc, je commence par une présentation rapide du projet. Là, je vais y aller assez rapidement pour laisser ensuite la place à Samuel et Aglaé qui vont vous parler plus de l'aspect recommandation. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Peut-être vous dire que moi, j'ai agi comme co-responsable de la recherche pour la collecte de données à Québec. Donc, la collecte de données s'est faite à Montréal et à Québec. Donc, je vais vous présenter les grandes lignes du projet au niveau des définitions, mises en contexte, objectifs, cadre théorique et méthodologie. Et comme je vous le disais, donc, Samuel et Aglaé vont poursuivre avec les résultats en parlant des thèmes émergents de la recherche et surtout des recommandations qui sont liées aux résultats de la recherche. Je pense que c'est là-dessus qu'on veut mettre le plus d'emphase aujourd'hui. Et on va poursuivre ensuite avec quelques informations sur les implications de la recherche et ensuite pouvoir discuter avec vous. Au niveau de l'introduction, donc les personnes qui vieillissent en situation de neurodiversité sont confrontées, c'est un constat qui a été fait là, en début de recherche qui a motivé le dépôt de ce projet de recherche-là à des formes importantes d'exclusion sociale, dont le capacitisme, le sanisme et l'agisme. Et ce qu'on voulait vraiment, c'était approfondir la compréhension des expériences de vieillissement en situation de neurodiversité, à la fois du point de vue des personnes elles-mêmes, des personnes neurodiverses, mais aussi de leur famille, de leurs proches aidants et des prestataires de services qui les soutiennent là, dans différents milieux. Nous avions une équipe qui est diversifiée, donc équipe de recherche avec des co-chercheurs, collaborateurs, assistants de recherche, mais nous avions aussi un comité consultatif formé là, de plusieurs organismes là, qui interviennent auprès de personnes qui vivent différentes situations de neurodiversité, des gens qui sont situés à Québec et à Montréal, qui sont vraiment des gens de la pratique du terrain. Leur travail a été vraiment très précieux. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Vous allez voir un peu les logos des organismes là, qui étaient impliqués. Donc, leur travail a été très précieux, là, tant au niveau de la préparation de la recherche, de la collecte, de la préparation de la collecte et de la collecte de données, du recrutement, et aussi des réflexions au niveau des résultats et de la diffusion des données. Donc, les personnes, les groupes ont été là à toutes les étapes de la recherche. Alors, deux définitions clés qui ont vraiment été très présentes, très centrales dans notre recherche. C'est d'abord la définition de neurodiversité
qui est un terme qui a été développé par les communautés de défense des droits des personnes en situation de handicap pour rendre compte de personnes qui, dans le fond, vont vivre différentes situations. On parle entre autres de déficience intellectuelle, d'autisme, de paralysie cérébrale, de troubles du spectre de l'autisme fœtal ou de trisomie 21. Donc, c'est un spectre assez large. Et autre définition importante, c'était la notion d'exclusion sociale, donc les personnes en situation de neurodiversité et aussi les personnes qui les soutiennent au quotidien, les personnes proches aidantes, vont vivre différentes situations d'exclusion sociale qui vont être liées à différents systèmes qui vont s'imbriquer et qui vont avoir des impacts importants sur leur santé, leur bien-être, leur inclusion sociale, donc leur inclusion dans la vie quotidienne de leur communauté, mais aussi leur agentivité, donc leur capacité de prendre la parole, puis d'agir, puis d'influencer leur parcours de vie. Alors, comme mise en contexte, c'est important de mentionner que la question du vieillissement des personnes en situation de neurodiversité, c'est un phénomène relativement nouveau. L'espérance de vie de ces personnes-là a continuellement cru dans les dernières décennies. C'est un enjeu émergent de la recherche afin là, de pouvoir documenter c'est quoi les facteurs qui sont importants à prendre en compte pour favoriser un vieillissement qui soit équitable, inclusif et de qualité pour ces personnes-là et aussi pour les personnes là, qui en prennent soin au quotidien. Donc, au niveau du cadre théorique et méthodologique, on a utilisé la perspective intersectionnelle du parcours de vie qui prend en compte, dans le fond, les événements clés dans la vie des personnes et comment ces événements-là sont aussi façonnés par le contexte social plus large dans lequel ils se déroulent. On a utilisé des récits de vie narratifs intersectionnels afin de co-créer des lignes de vie avec les personnes participantes qui mettent en lumière ces éléments-là importants tout au long de leur expérience, de leur parcours de vie. On a procédé à une analyse thématique des entrevues et des documents de politique publique, donc deux grandes sources de données, et aussi une compilation de statistiques venant de ces données publiques-là. Et on a aussi, à partir de là, développé des recommandations qui sont fondées à la fois sur les expériences et les personnes, des personnes, mais aussi de l'analyse documentaire qui a été réalisée. Alors, nos objectifs, c'était de développer des recommandations qu'on va vous présenter, donc qui sont fondées sur les expériences de vie des personnes. Notre deuxième objectif, c'est de promouvoir des changements pour que les programmes, les politiques publiques répondent mieux aux réalités, aux besoins, aux aspirations des personnes et aussi de ainsi contribuer à l'élaboration de politiques publiques et de pratiques qui vont être inclusives dans tous les secteurs. Au niveau de nos participants, on a eu 63 participants au total qui venaient de Montréal et de Québec. 21 de ces personnes-là étaient des personnes vieillissantes en situation de neurodiversité. 15 étaient des personnes proches aidantes et 27 étaient des prestataires de services, soit issus du réseau de la santé ou des services sociaux ou du réseau communautaire. Alors voilà, je vous avais dit que je vous présenterais ça rapidement pour laisser de la place aux recommandations. Je pense que j'ai réussi. Alors, je laisse la parole à Samuel et à Aglaé. Parfait, c'est moi qui vais prendre la parole. Donc, la principale conclusion de notre recherche est claire. Il existe de graves lacunes dans les services destinés aux personnes vieillissantes en situation de neurodiversité et leurs proches aidants. Bien que plusieurs sphères aient été identifiées, trois enjeux majeurs sont ressortis comme cruciaux pour les participants. Donc, premièrement, le manque de logements adaptés qui favorise l'autonomie résidentielle et l'inclusion sociale. Deuxièmement, l'insuffisance de services destinés aux proches aidants. Et troisièmement, la fragmentation des services de santé et de services sociaux combinée à leur accessibilité limitée. Donc, les entrevues ont fait émerger plusieurs grands thèmes d'enjeux, dont le vieillissement, la prestation de soins, le logement, la santé mentale et les dépendances, la maltraitance, le manque de contrôle sur la vie quotidienne, les lacunes et les défis du système de santé et de services sociaux, la parentalité, le rôle des organismes communautaires dans la vie des personnes neurodivergentes et leurs familles, l'identité, la gentilité, les activités et la fierté. Donc, les recommandations issues de l'analyse sont détaillées dans le rapport final. Nous vous invitons à consulter ce rapport en scannant le code QR ici ou simplement en allant visiter le site web du CREGET. Vous allez retrouver notre page vieillissement-neurodiversité. Donc,
Je vais tout de suite sauter dans les recommandations importantes qui sont ressorties de ce projet. On va commencer avec les recommandations intersectorielles. Donc, euh, mettre les personnes neurodivergentes, vieillissantes et leurs familles et leurs alliés communautaires au centre des décisions liées aux politiques publiques. Procéder à une analyse d'impact des politiques et budgets sur les personnes en situation de neurodiversité en tenant compte de leur réalité spécifique. Promouvoir d'urgence l'accès universel à des programmes de qualité, à des logements inclusifs et à des mesures de soutien centrées sur les droits et la dignité. Traiter les enjeux de vieillissement en parallèle pour les personnes vieillissantes en situation de neurodiversité et leurs parents dans le cadre des politiques publiques et des services de première ligne, notamment en matière de logement, de soins à domicile, de répit et de santé mentale. Et enfin, créer une structure interministérielle indépendante pour aborder globalement les questions sur le handicap, la neurodiversité et le vieillissement au Québec. Donc, ça fait partie des recommandations intersectorielles. Maintenant, on va aller en lien avec le vieillissement. Les recommandations qui sont ressorties, c'est d'offrir des soins adaptés et individualisés prenant en compte des forces et des besoins évolutifs des personnes vieillissantes en situation de neurodiversité, en incluant leurs expériences uniques en matière de perte et de deuil. Développer des modèles de soins palliatifs qui permettent aux personnes de rester dans leur milieu de vie et bien former les professionnels qui travailleront avec eux. Et ensuite, élaborer des plans de transition respectueux des souhaits des personnes concertées, que ce soit à court, moyen et long terme, et en tenant compte des personnes qui leur sont chères. Par la suite, concernant les proches aidants, il est essentiel de reconnaître pleinement leur rôle et leur offrir un soutien adapté, incluant des aides psychologiques, émotionnelles et financières, intégrer des stratégies de prévention dans la prestation de services afin d'aller au-delà d'une approche axée sur la gestion des crises, comme on voit souvent dans notre réseau, sensibiliser aux réalités particulières et les défis spécifiques des proches aidants, des personnes en situation de neurodiversité, y compris le vieillissement en parallèle, et mettre en place des services spécialisés partout dans les régions du Québec, en s'assurant que le plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes de 2021 jusqu'à 2026 réponde aux besoins spécifiques de ces proches aidants-là. Par la suite, on a les recommandations liées au logement et à l'hébergement. Euh, En fait, il faut développer des modèles de logement public permettant aux personnes vieillissantes en situation de neurodiversité de vieillir dans leur milieu de vie, euh, avec un quota réservé pour eux. Mieux surveiller les milieux de vie existants, donc les ressources qui existent, que ce soit du réseau public ou communautaire, et soutenir la création de ressources de logement alternatives développées par les personnes en situation de neurodiversité et leurs proches aidants, en centrant les décisions en matière de politique de logement sur leurs besoins et leurs souhaits, garantissant un financement récurrent pour les organisations fournissant un logement ou un hébergement, réorientant le financement des ressources de logement privées vers des ressources de logement public ou appartenant à la communauté. Et nous recommandons également d'inclure les données liées au CHSLD dans les rapports statistiques du ministère de la Santé et des Services sociaux sur la déficience intellectuelle et le trouble du spectre de l'autisme. Donc, voici les débuts de nos recommandations. Je vais lancer la parole à Samuel qui va poursuivre. Merci Aglaé. En ce qui a trait aux recommandations liées à la santé mentale et aux dépendances, un des constats de la recherche était vraiment qu'il y avait beaucoup de critères d'exclusion fondés sur le diagnostic. Donc, si par exemple une personne avait une déficience intellectuelle, mais aussi des troubles de santé mentale, elle n'avait pas accès aux services en santé mentale, par exemple. Donc, une des recommandations est vraiment de réduire les critères d'exclusion fondés sur le diagnostic, d'avoir une approche plus inclusive et plus globale du portrait des personnes, portrait clinique notamment des personnes. Une autre chose qui est importante, c'est de former le personnel contre la désinformation et les préjugés à propos des personnes qui vieillissent en situation de neurodiversité. Il y a beaucoup de capacitisme, il y a beaucoup de préjugés sur les capacités des personnes, mais aussi sur les difficultés qu'elles ont pu rencontrer dans leur vie. Donc, c'est important vraiment de faire plus de formation, de aider à déconstruire les préjugés, mais aussi ça aide à augmenter le sentiment de compétence des personnes qui travaillent dans le réseau, que ce soit dans le réseau public ou dans le réseau communautaire. L'autre chose, évidemment, pardonnez-moi, c'est de ne pas pathologiser les personnes qui présentent des troubles complexes du comportement.
Ce qu'on a entendu beaucoup, c'est que des personnes qui avaient eu des troubles complexes du comportement avaient souvent été fait l'objet de pathologisation, disons de psychiatrie là, forcée à certains égards. Ce qui n'était pas nécessairement toujours aidant, ça peut l'être dans certains cas, mais dans certains cas, ça ne l'était pas du tout. Et ça avait tendance à ne pas aborder les causes réelles là, des comportements ou la source du comportement n'était pas mise en évidence. On traitait le symptôme uniquement. Ce qui nous mène à l'idée de créer des équipes qui soient interdisciplinaires, spécialisées pour les personnes qui ont vécu une hospitalisation psychiatrique. Quand on parle de ça, on parle beaucoup de l'institutionnalisation. On a beaucoup de nos participantes et participants qui ont vécu les institutions, donc ben, c'est des personnes qui ont un certain âge et qui ont vécu ce moment, disons, quand même traumatisant là, dans l'histoire du Québec et dans l'histoire des services en santé mentale. Donc, créer des équipes spécialisées pour accompagner ces personnes-là dans leur vieillissement, prenant compte des traumas qui sont associés à ces épisodes. L'autre chose, c'était de défaire les silos entre les services, les ministères et les acteurs publics et communautaires en améliorant la communication et la collaboration, puis en privilégiant une approche intégrée holistique du parcours de vie des personnes. Ça semble évident, mais ça ne l'est pas encore en tout cas. Et ce qu'on voit, c'est que les organisations communautaires, par exemple, font beaucoup de choses, mais que ça ne se parle pas nécessairement avec le réseau. Donc, améliorer une meilleure connexion et de défaire les silos, ben, ça serait positif pour les personnes, mais aussi leurs personnes proches. En ce qui a trait à la maltraitance, c'est évidemment un sujet très sensible. Le Québec, on a fait des progrès là-dessus dans les dernières années. Il y a une loi, il y a une politique. Euh, Essentiellement, ce qui a été identifié, c'est que les personnes ne connaissent pas nécessairement bien, d'une part, leurs droits liés à la maltraitance, donc la capacité de signaler des actes de maltraitance, mais aussi les personnes dans le réseau, tant communautaire que public, ne sont pas nécessairement au courant de leurs obligations. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est révélateur. Notre but en levant ce drapeau-là, c'est vraiment qu'il y ait une meilleure connaissance des lois et des politiques mais surtout des obligations pour que, quand il y a des situations de maltraitance, ben, celles-ci soient identifiées et qu'il y ait une intervention qui soit faite par rapport à ça. Un des problèmes quand on a parlé de maltraitance, c'était vraiment que les processus de plainte sont parfois pas très faciles à utiliser. Ils sont parfois très longs. Il y a des enquêtes, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc, de simplifier et accélérer les processus de plainte serait une chose absolument nécessaire particulièrement quand on parle de personnes qui peuvent avoir un niveau de littératie plus faible ou des problèmes à exprimer des concepts abstraits, plus de difficultés à exprimer des concepts abstraits. Donc, il y a potentiellement une piste de solution ici dans l'accompagnement, par exemple. Il faudrait également privilégier des interventions interdisciplinaires et collaboratives dans les situations, en lien avec les situations de maltraitance. Là, quand on parle de ça, ben, c'est vraiment d'inclure tous les partenaires et les prestataires de services, par exemple le curateur public ou le secteur communautaire ou encore les familles, les gestionnaires de ressources en matière de logement. On peut penser aux ressources intermédiaires ou ressources de type familial, entre autres. On peut aussi inclure la police et le directeur des poursuites civiles et criminelles. Donc, vraiment d'avoir une approche plus interdisciplinaire, comme ce qui se fait par ailleurs dans certains contextes de vieillissement pour des aînés, mais qui ne sont pas en situation de neurodiversité. Enfin, une des choses qui était liée à la maltraitance et qui est malheureuse, c'est vraiment l'angle mort là, des personnes qui sont sous la responsabilité du curateur public. Il ne s'agit pas ici de blâmer le curateur public. Là. Le curateur public a des ressources limitées, ça a été très clairement identifié, mais il est nécessaire là, que le curateur public fasse un meilleur suivi de la qualité de vie des personnes en situation de neurodiversité là, qui vieillissent, parce qu'elles sont souvent, comme disait Marie-Hélène et Aglaé, à l'intersection là, de plusieurs phénomènes d'exclusion sociale et d'oppression, et donc vont vivre des moments plus difficiles ou de l'exploitation ou de la maltraitance de façon disproportionnée par rapport à d'autres. En ce qui a trait à l'autodétermination et à son pendant négatif, disons, qui est le manque de contrôle sur la vie quotidienne,
eh bien, ce qu'on demanderait ou ce qu'on voudrait voir, ce serait de voir des processus et des pratiques qui favorisent l'autonomie relationnelle dans les services. Donc, de prendre en compte beaucoup plus l'avis, l'opinion, les désirs, les souhaits des personnes au cœur des services, de les écouter plus, de les consulter plus et de respecter leurs demandes dans la mesure où c'est possible et c'est sécuritaire. De développer évidemment des relations aussi de service pour connaître les personnes. Ça rentre dans l'autonomie relationnelle. L'autre chose, évidemment, c'est de respecter la dignité des personnes qui vieillissent en situation de neurodiversité et leur droit à l'autodétermination. Et ça passe par des choses qui peuvent être très simples au niveau clinique, puis au niveau de l'intervention, mais par exemple, ça peut être de prendre le temps de les connaître, de leur donner le temps de réaliser ou de réfléchir à ce qu'ils et elles voudraient, de plus prendre le temps de ne pas faire les choses tout le temps dans l'urgence. Euh, ça inclut aussi de connaître les personnes en lien avec leurs antécédents, leurs identités intersectionnelles, leurs relations, leurs intérêts, leurs sources de bonheur. À cet effet-là, on a une trousse à outils qui a été faite là, qui permet de faire une ligne de vie intersectionnelle, mais aussi d'identifier certaines pratiques là, dans les relations avec les personnes. Ces outils-là sont disponibles sur le site du CREGES dont parlait Aglaé tout à l'heure. Il faudrait aussi créer des occasions de célébrer et d'honorer les personnes qui vieillissent en situation de neurodiversité par le développement de relations de soins utilisant une approche d'autonomie relationnelle, on en parlait tout à l'heure. Donc, de vraiment plus être dans une relation où il y a une relation de confiance, une relation de care, excusez-moi le terme anglophone, dans ce qui est dans la relation entre la personne et les intervenants. Finalement, évidemment, quand on parle d'autodétermination, ben, on ne peut pas ne pas parler du fait que les personnes devraient être autour de la table et qu'elles devraient participer au processus décisionnel pour les sujets qui les concernent. Donc, c'est le rien sur nous sans nous, évidemment. Les personnes doivent être partie prenante là, des décisions qui les concernent et leurs alliés aussi, évidemment, en tant que partenaires égaux dans le développement des programmes et des politiques. En ce qui a trait aux services de santé et de services sociaux, bon, là, c'est quelque chose là, où il y a eu beaucoup de commentaires, donc on a fait de la priorisation. On aimerait voir une approche fondée plus sur le parcours de vie dans les facettes de la prestation de services, tout en garantissant des interventions et un suivi continu à long terme. Ce dont Aglaé parlait tantôt, elle disait les épisodes de service, bien évidemment, c'est une tendance qui est problématique pour bien des personnes, mais particulièrement pour les personnes qui vieillissent. Donc, puisque les services sont donnés par épisode, par petits bouts, après ça, ils s'arrêtent puis jusqu'à ce qu'il y ait un autre problème qui survienne. Évidemment, quand on parle de vieillissement, ben, on préférerait voir un continuum de services et une collaboration, encore une fois, au sein des services du secteur public et du secteur communautaire. L'autre chose, un peu comme en santé mentale, c'est de supprimer les obstacles liés au diagnostic. Donc, encore une fois, quand un diagnostic existe et que l'autre n'est pas... quand il y a deux diagnostics, souvent, c'est difficile d'avoir accès à un service pour lequel on n'est pas c'est pas le premier diagnostic qui est concerné. Donc, encore une fois, une personne autiste, par exemple, qui aurait un épisode de santé mentale, souvent aurait plus de difficultés à avoir accès aux services en santé mentale parce que son premier diagnostic est l'autisme. Ça, on aimerait voir ça changer dans le futur. Évidemment, la recommandation, le gold standard, là, comme on dit, l'étalon or, ce serait vraiment de créer des services intégrés, intersectoriels et spécialisés pour les personnes qui vieillissent en situation de neurodiversité et la personne proche aidante qui sont elles aussi vieillissantes souvent et les inclure dans tous les aspects de la prise de décision et de la planification avancée des soins. La planification, c'est très important, surtout quand on parle de vieillissement, évidemment. Donc, ce serait vraiment notre recommandation. Là, on aimerait voir ce genre de service-là et d'équipe exister dans le futur. Dans d'autres recommandations liées aux services de santé et services sociaux, évidemment, ben, c'est fournir de la formation sur les réalités, les besoins uniques des personnes et de leurs personnes proches aidantes aussi, parce qu'il y a encore beaucoup de manque d'informations, il y a beaucoup de besoins de formation en général, et aussi réduire les systèmes bureaucratiques qui empiètent sur les meilleures pratiques des prestataires de services. Donc, on parlait des épisodes de service, c'est une chose parmi d'autres.
Idéalement, et c'est dans un contexte où on parle actuellement de révision des services à domicile, des soins à domicile, ben, c'est d'augmenter les heures de service et le temps nécessaire à l'accomplissement des tâches liées aux activités de la vie quotidienne et aux activités de la vie domestique pour les personnes vieillissant en situation de neurodiversité et leurs parents vieillissants. Ça prend plus de temps quand on parle à une personne souvent qui est en situation de neurodiversité parce qu'il faut établir le lien, il faut établir la compréhension et ben, ça prend du temps de prendre le temps. C'est important de le faire. Finalement, il faut promouvoir une répartition juste et équitable de la charge de travail en fonction des besoins des personnes vieillissant en situation de neurodiversité de leurs personnes précédentes, particulièrement dans le réseau où on a tendance à minuter et à donner des quotas et de vraiment paramétrer le travail des personnes qui sont dans le réseau. Pour les organisations communautaires, puis c'est la dernière partie des recommandations, c'est vraiment de mieux reconnaître et de mieux financer les organisations communautaires qui travaillent avec les personnes vieillissant en situation de neurodiversité et leurs familles. Ça a été dit, répété, on l'a entendu, réentendu. Les organisations communautaires au Québec manquent de financement et c'est particulièrement criant pour les populations qui sont, disons, moins reconnues en termes de politique publique, dont les personnes qui vieillissent en situation de neurodiversité. Il manque de financement, il manque d'argent, il manque de soutien. Et on ne parle pas nécessairement de financement, là, disons, au projet, là, c'est vraiment du financement à la mission pour ces organisations-là parce que elles font beaucoup de choses avec peu d'argent et peu de moyens. On tenait à reconnaître d'ailleurs leur importance dans l'écosystème là, des personnes qui vieillissent en situation de neurodiversité. Évidemment, il faut initier les futurs professionnels de la santé, professionnels aussi au féminin, évidemment, et des services sociaux à l'importance des interventions communautaires avec les personnes vieillissant en situation de neurodiversité. Donc, souvent, le problème qu'on a entendu, c'est ben, on ne sait pas vraiment ce que le communautaire fait, puis on aimerait ça savoir ce que le communautaire fait, puis comment il peut y avoir une meilleure interconnexion. Donc, le prévoir directement dès le début de la formation est quelque chose de pertinent. Toutes ces recommandations, comme disait Aglaé, sont dans notre rapport final. Je pense que Karine l'a mis dans le chat aussi, donc vous pouvez aller cliquer dans le chat pour lire le rapport final. Il y a des versions courtes aussi et il y a des trousses à outils liées à ces recommandations-là sur le site du CREGES. En ce qui concerne la stratégie de mobilisation des connaissances, ben, on est allé sur plusieurs volets. Notamment auprès des prestataires de services, donc les gestionnaires du réseau, les intervenants, intervenantes, que ce soit dans le réseau communautaire ou dans le réseau public de la santé et des services sociaux. On a aussi fait plusieurs interventions auprès des personnes âgées en situation de neurodiversité ou vieillissant en situation de neurodiversité de leurs proches. Et une partie qui reste à faire, disons, de façon plus active, mais qui appartient quand même à peut-être d'autres organisations de défense de droits, c'est vraiment de parler à des décideurs au niveau fédéral, provincial et municipal dans les domaines du logement, de la santé, des services sociaux et de la santé mentale. Mais ça a déjà été fait dans certaines villes. Puis finalement, ben, pour que notre voix soit portée, que nos résultats soient utilisés beaucoup plus, ben, c'est de parler à des groupes en défense des droits des personnes en situation de neurodiversité. Donc, ça, c'est en cours. On a des partenariats et on avait des partenaires autour de la table là, de la recherche qui viennent du milieu de la défense des droits. Les événements en lien avec la recherche et les autres initiatives, donc on a eu une performance qui est disponible sur la page du CREGES, là, qui est une pièce de théâtre qui met en mots et en action, disons, les recommandations, mais aussi les résultats de la recherche. Donc, c'est disponible sur le site du CREGES. Ça a été présenté lors d'un congrès au CREGES en 2024. On a eu aussi une exposition à Québec, un rapport final qui est publié sur le site du FRQ. On a plusieurs articles scientifiques qui ont été soumis, d'autres qui sont en train d'être écrits, des mises en ligne d'infographies qui sont d'ailleurs très intéressantes. Si la méthodologie là, sur les lignes de vie vous intéresse, il y a des très belles lignes de vie très intéressantes. Puis comment les construire, c'est vraiment un bel outil. Évidemment, des représentations auprès d'organismes de défense de droits et un maillage avec différents projets, dont le projet Revie qui porte sur l'évolution des politiques publiques en lien avec les personnes vieillissant en situation de neurodiversité, qui est porté par des organisations là, du milieu. Et cette semaine, on est au mois de mai, donc le congrès de l'ACPAS. Cette semaine, nous avons une journée là, de présentation des résultats avec aussi d'autres projets de recherche et d'autres chercheuses, chercheurs
Donc, si ça vous intéresse, c'est cette semaine-là à l'ACPAS. Finalement, quoi retenir là, des résultats de la recherche? Ben, c'est assez simple, ça tient en trois grands points. Les personnes vieillissant en situation de neurodiversité et leurs personnes proches aidantes sont confrontées à plusieurs problématiques, dont un manque de logement adapté qui favorise l'autonomie résidentielle et l'inclusion sociale, une insuffisance quand même importante dans les services pour les personnes proches aidantes et une fragmentation importante des services de santé et de services sociaux, ainsi que de difficultés pour y accéder. L'autre chose, c'est que des changements sont nécessaires dans la pratique des différentes professionnels sur le terrain, mais aussi au niveau des politiques publiques. On a fait un certain nombre de recommandations. Encore une fois, elles sont présentes dans notre rapport final et elles sont codées en fonction de est-ce que c'est une recommandation qui est liée aux politiques publiques ou est-ce que c'est une recommandation qui est liée à l'intervention sur le terrain. Donc, c'est très pratico-pratique pour les personnes, tant au niveau des politiques publiques que des professionnels qui interagissent avec les personnes et leurs personnes proches. Ultimement, ce qu'on aimerait que les gens aujourd'hui retiennent, c'est que malgré tous ces obstacles-là, toutes ces problématiques-là, il y a des solutions qui existent. On en a mis en lumière et on pense qu'il y a des solutions qui peuvent être mises en œuvre pour répondre aux besoins des personnes et de leurs personnes proches aidantes. Et, nous, évidemment, en tant que chercheuses, chercheurs, ben, on est disponible pour travailler avec les ministères et les organismes du gouvernement du Québec avec d'autres projets de recherche s'il faut, et avec des organisations, là, s'il y en a qui ont des questions, on va être très content et contente là, de pouvoir travailler à continuer à améliorer la situation pour les personnes. Finalement, bien évidemment, on est à l'écoute de nos partenaires. Donc, merci à la Société d'habitation du Québec, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, au ministère de l'Immigration, francisation et de l'Intégration et au ministère de la Santé et des Services sociaux. Et ben, merci à l'équipe de recherche. Je pense que ça a été un projet de recherche très intéressant et très touchant, je pense. Il y a eu beaucoup d'émotions là, partagées de la part de toute l'équipe. Donc, voici le site Internet. Vous pouvez aller dessus et lire le rapport de recherche qui est plus étoffé. Donc, je pense qu'on est à 29 minutes et 45 secondes. On a accompli notre mandat aujourd'hui. Oui, un grand merci à vous trois pour la présentation dynamique à trois voix d'un projet qui a impliqué, on le voit à la fin, là, beaucoup de personnes, beaucoup de partenaires du milieu, autant que ben, vos proches aidants, vos personnes interviewées, tout ça. Donc, faut le dire, il y a beaucoup de personnes qui ont fait partie de cette recherche-là. Donc, merci à vous d'avoir su mobiliser toutes ces personnes et ces organisations pour une recherche très intéressante que, vous l'avez dit, on peut en lire davantage dans votre rapport de recherche. Le site du CREGES également est une ressource. Vous avez aussi fait le rapport de recherche à un certain format, mais vous avez aussi fourni, on l'a mis sur la page de votre projet, donc un résumé beaucoup plus visuel, peut-être plus accessible également des résultats parfois plus complet aussi sur certains éléments. Donc, je vous invite vraiment à aller naviguer là, sur la page que ma collègue Samia a partagée au début de la séance. Donc, je me permets de présenter, de dire le titre de votre projet, même si vous allez le diffuser probablement dans quelques minutes à l'écran. Donc, vous avez fait un projet intitulé Contrer l'exclusion des aînés dans les milieux ruraux. Quelle perspective pour la participation et pour un vieillissement actif en situation de pandémie, le cas de l'Est du Québec. Euh, voilà, et vous allez présenter en duo. Vous avez vraiment mené cette recherche-là à deux avec votre équipe. Donc, je vous présente brièvement. Maï Gilbert-Ouimet est épidémiologiste, désolé, professeur agrégé à l'Université du Québec à Rimouski et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les risques psychosociaux du travail. Elle est l'autrice de 61 articles scientifiques, de 7 chapitres de livres et a réalisé plus de 200 présentations scientifiques et de vulgarisation. Ses principales expertises portent sur la santé au travail, avec une attention particulière aux facteurs de vulnérabilité liés au sexe, au genre, à l'âge et à leurs intersections. Sa programmation de recherche contribue à améliorer le bien-être et la santé des populations en documentant les différences et similarités intergénérationnelles.
Ces projets, à la fois étiologiques et interventionnels, génèrent des connaissances appliquées et intégrées à des outils de soutien à l'action, co-construits avec les parties prenantes concernées. Marco Alberio est quant à lui professeur de sociologie au département de sociologie et de droit de l'économie de l'Université de Bologne en Italie et professeur associé au département Société, Territoire et Développement de l'Université du Québec à Rimouski. Il a été titulaire de la Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires de 2016 à 2022 et il est également, depuis 2019, rédacteur de la Revue canadienne de recherche sur les OSBL et l'économie sociale. Il a dirigé, entre autres, le projet de recherche Contrer l'exclusion sociale des aînés dans les milieux ruraux. Ses travaux portent sur la question des parcours de vie et leurs articulations avec les grandes transformations socio-économiques touchant à plusieurs niveaux les sociétés. Il s'intéresse également aux innovations sociales et aux initiatives de lutte contre l'exclusion mises en œuvre à l'échelle des politiques publiques ou à travers des initiatives plus locales, s'interrogeant ainsi sur le rôle qu'elles peuvent jouer sur les parcours des individus. Donc, je vous remercie d'être avec nous tous les deux et je vous invite sans plus tarder à nous présenter les résultats de votre recherche pour les 30 prochaines minutes. D'abord, merci beaucoup. En espérant que tout s'affiche bien à l'écran, je veux tout d'abord remercier nos partenaires. Et quand je dis nos partenaires, je pars de trois niveaux. D'abord, tous les bailleurs de fonds qui ont rendu ce projet, et certains sont ici aujourd'hui, qui ont rendu ce projet possible. En particulier, le ministère de la Santé et des Services sociaux, avec qui on a travaillé de plus proche, en particulier avec Samuel Legault-Mercier, que je remercie vraiment pour avoir été toujours à notre côté quand on en avait besoin. Après, il y a tous les partenaires régionaux qu'on a contactés au départ de la recherche, mais tout au long de la recherche, pour co-construire un peu avec eux les questions de recherche, les objectifs de recherche, mais aussi pour nous mettre en lien avec les partenaires de troisième niveau, mais qui sont essentiels, qui ont été eux aussi essentiels pour cette recherche, qui sont les partenaires plus locaux qui nous ont permis de rencontrer les personnes âgées, les intervenants eux-mêmes sont les intervenants de niveau plus local. Donc, comme on n'a pas prévu une diapo spécialiste, spécifique pour ça, laissez-moi rappeler que nous avons déjà produit presque 5 articles déjà publiés ou en cours de publication dans les 2 prochains mois, des articles scientifiques donc, dans des revues spécialisées, des colloques internationaux et aussi nous préparons un livre avec les presses de l'Université Laval. Et on a fait plusieurs ateliers avec des partenaires de différents niveaux, comme celle que j'ai énoncée tout à l'heure, incluant aussi les personnes aînées eux-mêmes. Et on a fait 3 ateliers et on est aussi toujours à la demande, à l'écoute des demandes qui proviennent des services sociaux, des SUS, des organismes. Donc, je lance ici notre offre de discuter avec vous sur ces enjeux de participation des populations aînées en présentant notre recherche, mais aussi plus largement pour discuter de ces enjeux. Et pour conclure aussi, on a préparé avec Frédéric Savard, qui est un journaliste qui a fondé un site qui s'appelle On a fait nos recherches. On a préparé une balado donc, qui est en ligne depuis 2, 3 mois et j'invite donc tout le monde à prendre, à écouter cette balado. Et évidemment, on a écrit comme l'autre équipe le rapport de recherche et tout est en ligne et accessible. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Maë et moi, nous sommes toujours disponibles. Alors, sans plus tarder, l'objectif du projet que nous apprêtons à présenter aujourd'hui était d'analyser les dynamiques de marginalisation et d'exclusion sociale auxquelles les aînés des milieux ruraux du Québec, avec leurs profils différents, peuvent être confrontés dans une situation de pandémie. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est en 2025.
La pandémie a débuté en 2020. Des fois, on est un peu fatigué ou, comme on dit au Québec, tanné d'entendre parler de pandémie. Mais comme j'espère qu'on essaiera de bien démontrer dans cette présentation, des enjeux de la pandémie étaient déjà là avant le début de la pandémie, ils sont restés après. Des fois, ils sont devenus plus grands, plus gros, mais et des fois sont devenus moins visibles, ont été cachés par d'autres enjeux, mais ils sont toujours là. Alors, c'est intéressant avec cette loupe de la pandémie d'analyser la question de la marginalisation des aînés et l'exclusion des aînés dans les milieux ruraux du Québec, car peu d'études ont été faites à ce sujet dans ces territoires. La méthodologie, c'est une approche mixte qu'on a mis en place. Donc, une analyse quantitative avec une évaluation de l'étendue de l'isolement social, de la détresse psychologique et du stress global dont Maë va nous parler bientôt, avec un grand échantillon de plus de 600 personnes aînées de 70 ans et plus, dont 6 MRC dans 3 régions du Québec. Et l'analyse qualitative porte sur les récits d'expériences de vie avec 120 entrevues semi-dirigées, avec au total 63 aînés, 21 proches aidants et 36 intervenants. Les régions à l'étude sont les suivantes. Au Bas-Saint-Laurent, la MRC des Basques et de Kamouraska, en Chaudière-Appalaches, Bellechasse et Tchemin, et en Gaspésie, île de la Madeleine, à Bonaventure et en Haute-Gaspésie. Le choix des MRC a été fait de manière un peu contrastée pour choisir des MRC qui avaient des caractéristiques sociodémographiques et économiques et de gestion du territoire différentes. Aussi avec des enjeux différents pour ce qui concerne la gestion des âges. Donc, des MRC où il y avait une bonne concertation et des MRC où la concertation sur les personnes âgées, sur des questions de vieillissement a été un peu plus au début. Donc, nous allons parler aujourd'hui de 3 éléments qui sont évidemment liés l'un avec l'autre. L'impact de la pandémie sur l'organisation de l'intervention sociale en milieu rural, les besoins spécifiques des personnes âgées qui sont aussi analysés, qui ont été analysés au prisme aussi des discours des intervenants sociaux, bien qu'on a rencontré également les personnes aînées eux-mêmes. Et un troisième point, un peu plus sur les pistes et qui souligne un peu le potentiel d'innovation sociale de ces initiatives, mais aussi les limites de ces initiatives. Donc, le premier grand impact de la pandémie sur l'organisation de l'intervention sociale au milieu rural, qui a des conséquences, qui continue à avoir des conséquences aujourd'hui aussi, c'est le maintien de l'offre de services. Donc, c'est vraiment, ça concerne les conséquences euh, des mesures sanitaires, donc l'évolution des mesures et les changements fréquents laissés, surtout dans la première partie de la pandémie, mais tout au long de la pandémie et des fois même après, même quand les consignes étaient moins là, mais un sentiment de ne pas faire les choses correctement. Donc, parce que la réalité était très changeante, elle changeait beaucoup, alors les intervenants avaient vraiment, comme nous raconte cette intervenante de Chaudière-Appalaches, la sensation d'être pas, d'avoir toujours, de pas faire jamais les choses correctement. C'était toujours un sentiment que les choses avancent très rapidement. Et évidemment, surtout dans la première phase, une limitation des interventions à domicile a beaucoup limité le travail d'intervention des intervenants, mais comme on va le voir plus tard, a eu un impact néfaste sur l'expérience et directement sur les personnes aînées. Euh, un autre impact sur l'organisation de l'intervention, ça concerne vraiment la gestion des ressources humaines et la fragilisation de ces territoires. Donc, on parle vraiment de territoires très éloignés des grands centres. Donc, il y a eu surtout au début une absence de salariés et le passage au télétravail qui a perturbé le fonctionnement des structures
et aussi une perte massive de bénévoles, surtout de ceux âgés de 70 ans et plus, en raison des mesures sanitaires et de la crainte du virus. Ça a eu un impact vraiment énorme dans la gestion des ressources humaines, surtout évidemment dans les organismes communautaires, mais cet impact a été vécu aussi par les institutions, parce qu'évidemment, des services, des institutions sont gérés par les organismes. Donc, quand les organismes sont affectés directement, ça porte des conséquences aussi sur les institutions, comme par exemple les CIUS, etc. Euh, pour ce qui concerne les besoins spécifiques des personnes aînées, euh, ici, je me concentre surtout sur la partie du qualitatif pour ensuite donner la parole à ma collègue Maë. Disons que la pandémie a renforcé des problématiques déjà présentes, comme on va voir, liées surtout à l'accès aux services dans ces régions, et aussi, comme on va le voir, à mener à l'émergence de nouvelles difficultés qui étaient un peu moins visibles pour ce qui concerne les aînés. Donc, le renforcement des difficultés d'accès aux soins et aux services, ça concernait surtout la réduction de l'offre de transport qui était habituellement assurée par des bénévoles dans des organismes communautaires. Et on l'a vu tantôt, des bénévoles ont dû restreindre leur activité, surtout ceux de 70 ans et plus, mais aussi ceux un peu plus jeunes. Et donc, ça a eu un impact vraiment sur l'accès aux soins. En plus, comme vous le savez, dans le service de la santé, des services sociaux, surtout dans la première partie de la pandémie, on a donné priorité surtout à la COVID et aux urgences de la pandémie, en négligeant certains aspects un peu plus chroniques. Et donc, il y a eu un retard de prise en charge en raison de cette priorisation et des limitations de l'intervention à domicile. Cela, je le répète, a été le cas surtout dans la première phase de la pandémie, mais comme les intervenants et comme les personnes aînées l'ont souligné dans les deux parties qualitatives, mais aussi un peu dans la partie quantitative, ce problème s'est ressenti un peu tout au long et encore, dans les premières phases de l'ouverture du post-pandémie, il y a eu encore des conséquences. Disons que les gens, même dans, dans les services, pour une longue période, nous ont parlé encore des conséquences sur les services, des conséquences de la pandémie, qui évidemment aujourd'hui se sont jumelées à des changements, des transformations qui a eu dans le système de santé qui se sont enracinés dans ces problématiques, disons. Donc, il y a eu, à part, disons, le fait d'avoir empiré certaines problématiques comme l'accès aux services euh, qui étaient déjà présents avant la pandémie, il y a aussi une émergence de nouvelles problématiques, comme par exemple une problématique qui était un peu moins visible avant, c'est la question de l'accès aux services alimentaires. Et ça, surtout en début de pandémie, a mis en évidence une disparité entre milieu urbain et rural. On a souvent pensé que oui, il y avait des déserts alimentaires dans certaines régions périphériques, mais quand même que la solidarité, le rôle des petites épiceries de village pouvait pallier ces problèmes, mais la pandémie a mis en évidence ce problème. Et même pour les personnes âgées, il y a eu un problème sur de l'information, de la communication sur l'évolution de la situation des mesures sanitaires. Évidemment, ils entendaient souvent la télé, mais souvent avaient de la difficulté à codifier, à comprendre ces consignes.
et un autre impact, entre guillemets, nouveau. C'est pas que les personnes aînées avaient pas de problème de santé mentale, mais disons que les services ont toujours misé sur les jeunes, donc sur le fait que la santé est un problème surtout pour les personnes travailleurs ou les très jeunes. Et la pandémie a porté un regard sur la situation et évidemment sur l'exclusion sociale des personnes aînées et en particulier sur la santé mentale des personnes plus isolées. On va parler de ça avec Maë maintenant, à laquelle je laisse la parole. Merci Marco. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter la synthèse des résultats quantitatifs du projet. Passez à la prochaine diapo, Marco. On va parler de santé mentale des personnes âgées. Donc, comme Marco le soulignait, il y a plusieurs enjeux qui étaient déjà présents avant la pandémie. Parmi ceux-là, certaines atteintes à la santé mentale des personnes âgées. Donc, si on remonte avant la pandémie, déjà, une personne âgée, donc de 65 ans et plus dans le cadre de cette statistique-là, donc une personne sur cinq présentait au moins un symptôme de dépression. La pandémie est venue exacerber les atteintes à la santé psychologique, atteintes de différents types. Quand on pense aux problèmes de santé mentale, on peut penser à un continuum où des atteintes plus précoces vont progressivement céder la place à des atteintes plus sévères. Dans une optique de prévention, euh, Marco, moi et l'équipe, on s'est intéressé plus spécifiquement dans le cadre du projet à la détresse psychologique, qui est une atteinte précoce, donc qui comporte un fort potentiel pour la prévention. Détresse psychologique et on s'est questionné à savoir mais quel indicateur, quel facteur de risque modifiable on pourrait mettre en relation avec cette atteinte psychologique et notre choix pour le volet quantitatif s'est arrêté sur isolement social qui était également exacerbé dans le contexte pandémique et qui était connu pour augmenter le risque de détresse. Diapo suivante, Marco. Donc, il y a deux types d'isolement social qui nous ont plus particulièrement intéressés, l'isolement social objectif et l'isolement social subjectif. Pour le premier, donc l'isolement objectif, on parle de fréquence des interactions sociales et de la participation à des activités en dehors de notre domicile. Donc, vraiment la fréquence des contacts. Alors que dans l'isolement social subjectif, on est dans le ressenti, dans les sentiments de solitude ou de faible appartenance à une communauté. Bien que le lien entre l'isolement social, la détresse psychologique, d'autres atteintes à la santé mentale ait été documenté, les associations entre ces deux types d'isolement social-là et la détresse psychologique chez les personnes âgées demeuraient peu étudiées. Prochaine diapo. Donc, comment on s'y est pris en termes méthodologiques? Donc, une seule diapositive sur le sujet. Donc, on a mesuré l'isolement et la détresse psychologique à l'aide de deux questionnaires auto-administrés. Et en termes d'analyse, on a commencé au point 1 par faire un portrait de la prévalence de l'isolement social, donc le pourcentage de répondants de notre échantillon qui présentaient de l'isolement objectif et subjectif. Portrait qu'on a présenté en fonction du sexe, de l'âge et de la composition du ménage. Deuxièmement, on a par la suite modélisé avec des analyses statistiques l'association entre l'isolement social et la détresse psychologique en comparant les répondants selon leur sexe. Donc, sans plus tarder, les résultats, vous voyez au tableau qui s'affiche à l'écran la fréquence de l'isolement social. Je vous invite à regarder la première ligne de chiffres. Donc, on voit les statistiques globales en fonction sur la gauche du tableau de l'isolement objectif et sur la droite de l'isolement subjectif. Donc, on voit chez les hommes et les femmes. Donc, un isolement social objectif d'environ 25% chez les hommes, 18% chez les femmes, donc un peu plus d'isolement objectif chez les hommes.
Et pour l'isolement subjectif, on est autour d'une personne sur quatre, tant chez les hommes que chez les femmes de notre échantillon. J'attire également votre œil sur la statistique en gras marquée de 2 astérix qui montre que les femmes présentaient davantage d'isolement social objectif lorsqu'elles étaient plus jeunes dans notre échantillon, donc entre 70 et 79 ans, comparé aux femmes plus âgées. On se rappelle que l'isolement social objectif, c'est la fréquence des contacts à l'extérieur du domicile. Donc, extérieur du domicile, possiblement que les femmes de cet âge étaient davantage enclines ou que c'était davantage possible pour elles de respecter certaines consignes sanitaires ayant peut-être moins besoin de soins ou de soutien que leurs homologues plus âgés. Marco, diapo suivante. On passe maintenant au tableau qui montre les associations entre les deux différentes formes d'isolement et la détresse psychologique. L'isolement social objectif, la première ligne du tableau, n'était pas associée à la détresse psychologique, donc cette forme d'isolement-là n'augmentait pas la détresse psychologique ni chez les hommes ni chez les femmes. Par contre, l'isolement social subjectif augmentait la détresse chez les hommes et chez les femmes. Marco, tu peux appuyer. Si on met cette statistique-là en mots, ce qu'on observe pour l'isolement social objectif, c'est une prévalence de détresse psychologique 2,4 fois plus élevée chez les hommes et 2 fois plus élevée chez les femmes. Comparaison, interprétation. Donc, pour l'isolement objectif, aucune association avec la détresse, ce qui concorde avec certaines études antérieures qui intégraient les deux différentes formes d'isolement. Par contre, ça diverge avec les résultats d'une autre étude sur l'isolement objectif évalué seul, donc des résultats dans la littérature qui sont tout de même mixtes. Pour l'isolement social subjectif, on observait une plus haute prévalence de détresse psychologique, ce qui est similaire à deux autres études qui départageaient également les deux formes d'isolement et ce qui suggère l'importance justement de considérer les sentiments de solitude, de faible appartenance communautaire lorsqu'on s'intéresse à l'isolement social. Donc, de dépasser, d'aller au-delà de l'analyse de la fréquence des contacts plus objectifs. Les différences hommes-femmes, on observait que l'isolement social subjectif influençait un peu plus fortement la détresse chez les hommes que chez les femmes. Par contre, il faut demeurer prudent. Notre étude était corrélationnelle, transversale, et on dispose dans la littérature de bien peu de bases de comparaison. Quelques pistes de solutions pour terminer ce volet de la présentation. Donc, pour réduire l'isolement social subjectif, donc ce qu'on suggère sur la base du projet de recherche, c'est d'améliorer les stratégies de soutien communautaire destinées à réduire le sentiment de solitude et à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté des personnes aînées en milieu rural. Des constats, donc des pistes qui émanent également des entrevues. Donc, une piste de solution serait de réfléchir ensemble à des moyens de combattre l'agisme, de le diminuer en société et en contexte de crise plus particulièrement. Deuxième piste, favoriser l'intégration des personnes aînées à leur communauté, aller les consulter, adapter les interventions aux besoins qui émanent directement de ces personnes en contexte pandémique ou en autre contexte de crise. On a également suggéré de développer des réseaux de solidarité pour les soutenir. Et enfin, bien que ces personnes soient plus vulnérables en contexte de pandémie, de valoriser leur utilité sociale. Donc, même lorsque ça ne va pas bien socialement, lorsqu'on souhaite les protéger le plus possible, de continuer d'avoir dans notre lunette, dans notre lentille, de valoriser leur utilité. Je te repasse la parole, Marco. Très rapidement pour rester dans les temps, ici on va voir un peu le potentiel d'innovation sociale de ces initiatives pour faire face à la crise. Tout d'abord,
ces questions, il était question ici de mobilisation et valorisation des ressources locales. Donc, il y a une mobilisation des forces en présence et une adaptation de la participation sociale des 70 ans et plus. Ça veut dire qu'on a essayé, même avec euh, très peu de moyens, d'innover, de faire différemment. En fait, quand on parle aussi d'innovation sociale, des fois on pense à un objet, à la technologie, mais non, des fois c'est même faire des choses un peu différemment de ce qu'on faisait normalement. Genre aller parler à la fenêtre, aller parler, évidemment, ça c'est un exemple très banal, mais il y a des petites choses, des changements aussi dans l'intervention qui ont été très importants. Et comme le disait Maë, une mise en évidence de la solidarité du milieu, de sa capacité d'adaptation, à travers surtout des tables concertées, des tables intersectorielles, où les forces et les relations de pouvoir ont été un peu bouleversées, où par exemple le secteur communautaire a eu plus de place que dans le passé. Après, le secteur communautaire, surtout à niveau politique, a un peu dénoncé le fait que cet engagement, ce n'est pas traduit en augmentation de ressources, mais ça, c'est une autre histoire. Le travail en réseau à différentes échelles est très important. Comme je le disais, une constitution d'un réseau de services et de soutien spécifiques sur des enjeux pour les personnes aînées. Il y a déjà dans certaines régions, dans certains MRC, il y avait des tables de concertation pour les personnes aînées, mais ici, on parle aussi de choses différentes, de unités de crise avec un regard particulier, spécifique sur les personnes aînées. Et donc, avec une mise en place de nouvelles collaborations et une convergence d'acteurs autour de la condition de vie des aînés qui avant n'était pas fait. Euh, il y a eu une communication et information entre les différentes parties prenantes. En premier lieu, les personnes aînées, avec une mise en place d'alternatives au contact habituel et diffusion d'informations utiles à travers plusieurs réseaux. Il y a eu, par exemple, dans certains milieux, l'organisation d'appels à des personnes. Donc, c'était un peu le téléphone. Comment on dit, un appelle l'autre, je ne connais pas le mot en français, mais un appelle l'autre. Donc, et c'était aussi un moyen pour engager, pour faire participer les personnes aînées. Et ils ont essayé aussi, mais ça n'était pas toujours possible. Et comme je disais, des fois, ça ne s'est pas traduit en décision politique importante sur le côté financier. Il y a eu une volonté d'informer les décideurs et les acteurs publics des réalités vécues sur le terrain. Parce que, comme je le disais au début, il y a eu un peu un problème de faire attirer sur le milieu des consignes nationales, pas toujours bien adaptées aux besoins du niveau local. Donc, évidemment, il y a des initiatives, il y a des limites aux initiatives locales. La première difficulté, c'est la difficulté à homogénéiser les solutions apportées en raison de la capacité de mobilisation des ressources qui varie d'un milieu à l'autre, qui dépend des caractéristiques du territoire, de la présence ou absence d'un leadership local, qui peut être de secteurs communautaires, des institutions ou même des citoyens, des personnes aînées eux-mêmes. Et donc, comme je disais, un sentiment d'une absence de prise en compte des besoins et des spécificités territoriales. Ça a été vraiment beaucoup, beaucoup mis de l'avant par tous les acteurs qu'on a rencontrés, par les personnes aînées, par les intervenants, beaucoup, 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 et aussi par les proches aidants. Pour conclure, euh, parce qu'il me reste peut-être 2 minutes, même si je ne vois pas encore Karine, et c'est bon signe. Euh, euh, la crise sanitaire sur les aînés en milieu rural a augmenté des difficultés, a accru des défis, par exemple le défi d'organisation et de mobilisation des acteurs sociaux, l'accès réduit aux soins et services pour les personnes âgées en territoire périphérique, l'adaptation aussi locale au contraire, il y a eu une résilience qui a fait en sorte qu'au niveau local, on a pu s'adapter pour faciliter les conditions de vie des aînés malgré la pandémie. Et il y a eu des apprentissages très importants
Tout d'abord, le fait que les difficultés varient selon les caractéristiques des individus, mais aussi des territoires, parce que tout d'abord, on met dans le même box les personnes aînées, donc en ne distinguant pas leur réalité territoriale. Donc, s'ils vivent en milieu urbain ou en milieu rural, s'ils vivent dans un milieu rural, mais un peu plus proche d'un petit centre ou très éloigné. Donc, ça donne des réalités complètement différentes. Et l'essentialité, l'importance des dynamiques locales et tout ce qui est la justice socio-spatiale. Donc, commencer à penser aussi les services en fonction du territoire, en fonction d'une justice qui est une justice socio-spatiale, où évidemment, dans la notion d'espace, on met aussi toutes les questions environnementales qui sont très importantes, toutes les crises aussi environnementales que les milieux peuvent vivre. Je m'arrête là et comme le disait Maë, donc l'impact très fort qui a été bien mis en évidence sur la question de l'isolement social subjectif et aussi une différence selon le genre. Donc, je m'arrête ici parce qu'on a déjà bien parlé sur les pistes possibles qui portent beaucoup sur la participation sociale des aînés et la lutte aux préjudices. Merci pour votre présentation très claire. Encore une fois, à deux voix, on aime beaucoup entendre là, plusieurs personnes qui ont participé à la recherche. On voit cette équipe de recherche à l'écran, justement, euh, qui est quand même une bonne équipe avec plusieurs personnes. Donc, merci. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à poser leurs questions, à faire des commentaires même parfois. Voilà, donc pour le moment, je vous rappelle que le rapport de recherche est disponible. Vous avez le lien. Vous avez aussi nommé le balado avec Frédéric Savard, qui est quand même une personne qui sait bien vulgariser avec sérieux et humour également. Donc, j'imagine que c'est très bien fait. Voilà, merci pour cette initiative qui doit être très... Maya a été très, très bonne. Oui, j'ai bien hâte. C'est certain que je vais aller écouter le tout. Je ne savais pas que vous aviez fait un balado, donc merci de nous l'avoir proposé comme ça. Donc, je vous invite à aller aussi euh, écouter le balado, puis vous allez trouver la présentation en ligne. Pour les personnes hein, qui écouteraient à retardement la présentation, je vous le dis tout de suite, les équipes sont très ouvertes à ce que vous les contactiez pour poser vos questions par la suite également. Donc, c'est quelque chose qu'on fait là, avec les activités de transfert des connaissances. On sait que les milieux parfois ne peuvent pas être présents parce que c'est un lundi matin, parfois on travaille. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions aux équipes là, après la rencontre. Aussi, des commentaires, des questions vous surgissent. Au courant de la semaine, là, les équipes se sont montrées ouvertes à ce que vous leur écriviez. Elles sont toujours preneuses là, de vos questions. Je commencerai. Vous m'avez un peu lancé la perche, hein. C'est une question que j'avais en tête déjà. Vous parlez de justice socio-spatiale à la toute fin, hein, qui serait aussi à prendre en compte. Euh, comment on... Là, c'est la grosse question, hein, mais avez-vous des idées euh, très... peut-être des idées là, d'actions très concrètes, très, je vous dirais, faciles, accessibles pour tenir compte de cette justice socio-spatiale quand on vient des milieux? Là, je sais que vous en avez parlé dans la recherche et tout ça, mais dans les milieux, avez-vous été témoin d'initiatives particulièrement prometteuses sur cette question-là, qui peut donner des idées, là? Oui. Oui, par exemple, après je laisserai la parole à Maë si elle le veut aussi. Oui, par exemple, prendre en compte le critère de justice socio-spatiale et territoriale dans l'allocation des fonds et des ressources. Quand on parle d'allocation de fonds et de ressources, c'est clair que les milieux, des fois, les milieux se trouvent malheureusement, mais c'est un peu la culture, l'enjeu de la culture approchée des fois, c'est difficile de planifier, alors on a une culture à projet. Quand il y a de l'argent, il y a un peu de pluie d'argent qui tombe et ce n'est pas tous les territoires qui sont bien équipés d'organismes forts qui ont, par exemple, des gens qui savent préparer des projets. Alors,
de la part des bailleurs de fonds qui peuvent être fondations privées, qui peuvent être organismes euh, qui gèrent de l'argent public, par exemple du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l'Économie, ou les ministères eux-mêmes, ou les MRC. Donc, être conscient des différences des milieux et des différentes capacités aussi à se mobiliser des milieux. Donc, parce que des fois, on pense un peu comme pour les personnes aînées ou pour les jeunes que les territoires ruraux sont tous pareils. Mais évidemment, c'est pas le cas. D'ailleurs, déjà, territoires ruraux, c'est pas un bon terme. On parle souvent de territoires ruraux éloignés. Et l'éloignement, encore, c'est relatif. Pour vous, par exemple, quand j'habitais à Rimouski, pour moi, Rimouski, c'était très proche de, je veux dire, c'était très proche de Québec, par exemple. C'était 3 heures. Aujourd'hui que j'habite à Bologne, faire 3 heures de route, c'est comme aller de l'autre partie du monde. Alors, et ça varie aussi pour les personnes. Donc, évidemment, habiter dans un petit village dans la MRC de Bonaventure, en Haute-Gaspésie, c'est pas la même chose qu'habiter en Chaudière-Appalaches, Etchema ou Bellechasse. Donc, c'est pour ça que dans notre recherche, on a voulu amener une variété de territoires et pas seulement de profils. Donc, par exemple, c'est ça, l'exemple que pour répondre à votre question et conclure, c'est quand il s'agit de partager les fonds, avoir cette idée en tête que les milieux n'ont pas tous les mêmes pouvoirs. Et donc, il y a des hiérarchies, malheureusement, de pouvoir aussi dans le secteur communautaire. Il y a des gens qui arrivent à faire un peu mieux du lobbying que d'autres. Donc, avoir en tête qu'il faut avoir une variété. Et évidemment, quand on fait des mesures comme celle de la pandémie, on espère qu'il n'y en aura plus, mais malheureusement, probablement, un jour, on sera confronté à des enjeux similaires, soit pour des questions sanitaires ou environnementales. Faire attention aux consignes nationales, parce que des fois, il faudrait vraiment les adapter au milieu Avoir des personnes peut-être de différents milieux à consulter là, quand on fait ces aussi. consignes, oui, les Aussi. impliquer. Puis est-ce que Maë voulait ajouter quelque chose à cette réponse quand même complète, mais peut-être si vous avez en tête une initiative ou une mesure d'adaptation hein, que vous avez pu voir qui peut ressembler à ce qu'on attend là, quand on parle de justice socio-territoriale. J'ai rien d'autre que ce que vous avez dit pour boucler là, ce besoin de consulter. Alors, vous avez lancé au FRQ les actions concertées, ben, ça devrait demeurer le mot-clé quand on parle de justice ou quand on parle de développer quelque initiative, que ce soit avec les organismes communautaires ou une population plus vulnérable. C'est un incontournable. Merci. Puis on le voit bien dans votre rapport également que vous avez à cœur là, d'avoir de mentionner que c'est pas juste un territoire, tu sais, les territoires éloignés, c'est différentes réalités. J'aimerais savoir, c'est sûr que vous l'avez conçu en contexte de pandémie, hein, ce projet-là, vous l'avez réalisé aussi en contexte de pandémie, mais il y a quand même des choses qui restent, j'imagine, dans ce que vous avez pu voir sur le terrain, comme adaptation, par exemple. Euh, Qu'est-ce qui est resté selon vous sur le terrain là, en ce moment, après pandémie, des initiatives qui ont peut-être eu lieu? Vous en avez mentionné quelques-unes, mais concrètement, est-ce qu'il y a quelque chose là, qui vous a marqué, puis vous pensez que ça va se poursuivre là, euh, en dehors là, de la pandémie, puisque c'est un sujet quand même, puis là, vous avez nommé plusieurs sujets, mais si on pense à l'isolement, c'est quand même quelque chose qui arrivait, puis qui était un sujet d'intérêt avant même la pandémie, surtout quand on parle de territoires éloignés. Est-ce que vous avez des idées de quelque chose qui est resté là, après la pandémie? Maë, tu veux que je prenne la parole?
Si tu veux, sinon je peux commencer tout simplement en disant, Madame Gendron, qu'effectivement, tout ce qui est de la détresse psychologique, de l'isolement social, pour le volet quantitatif, hein, sur lequel je me suis plus penchée, mais ça ne datait pas d'hier, là. Ça ne datait pas d'avant la pandémie. Et bien que on soit plus au fait, hein, qu'on ait ouvert socialement le dialogue davantage autour des enjeux de santé mentale, incluant chez les populations vieillissantes, il reste du chemin à faire. Hein, quand je mentionnais le besoin de valoriser l'utilité sociale, ça demeure hors crise, de faire attention à l'agisme, au billet, hein, en lien avec l'âge, de travailler sur les relations intergénérationnelles. Donc, ce qu'on a observé qui était exacerbé pendant la pandémie a semé des graines, a ouvert la conscience collective, puis reste aujourd'hui un bon moment pour continuer de travailler, même si je dirais ça va moins mal ou on se sent moins en crise. Oui, juste pour compléter, en ce qui concerne les difficultés qui demeurent, évidemment, dans ces territoires, il y a la question de l'accès aux services. L'accès aux services spécialisés, mais aussi l'accès, donc, qui est lié aussi à l'accès au transport en commun. Donc, un peu le maillon faible, même si certaines municipalités, je pense même au Bas-Saint-Laurent, que c'est une municipalité que je connais très bien parce que j'y ai habité quelques années, j'y ai travaillé 8 ans. Il y a certaines municipalités qui se sont organisées avec les MRC et le transport en commun, mais le transport en commun reste un problème important. Plus en positive, ce qui est resté, c'est les concertations et le travail en réseau des groupes. Comme je disais, l'innovation sociale, c'est pas juste un objet. Des fois, c'est faire les choses autrement ou mettre ensemble des acteurs qui avant ne se parlaient pas. Évidemment, la pandémie a amené un peu niveler les gens. Avant, les gens nous racontaient qu'il y avait un peu plus de hiérarchie entre les gens du secteur communautaire, des institutions publiques. C'est pas que ces hiérarchies sont disparues complètement, mais disons, les gens sont plus habitués à parler en réseau. Et ça, vous pouvez vous demander comment vous le savez, si la recherche, vous l'avez fait en pandémie. En fait, je ne suis pas en train d'inventer ces choses, mais les ateliers que nous avons pu faire, même le dernier avec le C3S de Chaudière-Appalaches en décembre 2024, si je ne me trompe pas, euh, comportait aussi des échanges avec les acteurs, ceux qu'on a rencontrés, mais aussi avec d'autres. Donc, il y a un peu un travail aussi dans des groupes de discussion qu'on a fait pour un peu valider, mais aussi, entre guillemets, mettre à jour nos données. En fait, ça a été fait un peu de manière pas hyper scientifique parce que c'est des ateliers, des workshops, etc. Mais ça nous a permis d'avoir quelques éléments pour supporter, justement, pour répondre à Madame Gendron quand elle nous aurait posé des questions. Donc, le dernier élément, ce qui est resté, le deuxième dernier élément, ce qui est resté après la pandémie, c'est la conscience des différences de profit. Donc, et notre recherche a amené une lumière sur ça. Donc, les territoires sont pas tous pareils, les âges sont pas tous pareils. Dire 70, 72 et dire 85, même si c'est clair dans nos têtes, mais c'est après dans les faits, c'est pas toujours pris en compte, mais c'est très important. Et dernière chose, et je ferme. Euh, commencer à le dire aussi, Maë, la question de l'agisme. Donc, un travail très important sur le niveau culturel, sur l'utilisation des mots. C'est sûr qu'en moment un peu de crise économique ou de crainte par rapport aux droits de douane de M. Trump et tout ça, la priorité sur le travail culturel peut-être n'est pas la première.
Mais évidemment, même en contexte de difficulté ou de préoccupation, disons, aujourd'hui on parle de multicrise, on ne parle pas juste d'une crise. Donc en contexte de multicrise, peut-être un travail culturel même pour appuyer cette diversité dans le Québec, c'est fait fierté. Donc, un travail culturel sur l'utilisation des mots, sur l'identité aussi des personnes aînées. Plusieurs personnes aînées dans nos entrevues, qui des fois devaient durer 1 heure, qui ont duré des fois 2 heures, 2 heures et demie. Les personnes aînées pleuraient et on a dû amener un stock de Kleenex, surtout nos assistants de recherche, sur le terrain quand c'était pas à distance. Quand c'était en présentiel, on a utilisé beaucoup de Kleenex pour essuyer les larmes des personnes aînées qui nous racontaient de leur expérience de préjudice, de discrimination, de se faire dire à l'épicerie, Madame, rentrez chez vous. On nous oblige à rester à la maison pour vous protéger, donc soyez responsable, restez chez vous. Et la madame qui en larmes nous disait, mais je suis seule, ma fille est à Montréal, à 7 heures de route, comment je peux faire mon épicerie? Il n'y a pas toujours les services. Évidemment, ça change d'un moment à l'autre de la pandémie. Mais ça a beaucoup affecté certaines personnes, et surtout les plus éloignées, les plus isolées. Donc, ça a renforcé cet isolement, cette peur aussi. Donc, je pense qu'un travail, pas juste au Québec, dans tous les pays, maintenant j'habite en Italie depuis 3 ans, et un travail sur les mots, sur la culture est très important. Merci. Euh, on dépasse un peu, mais je prends une dernière question que je vois inscrite. Donc, est-ce que les réponses aux réalités auraient été différentes si vous aviez ciblé des RMR plus importants, tels que Montréal, plus importants en nombre, hein, on s'entend, tels que Montréal, Sherbrooke, Québec? Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Je suis pas certain d'avoir compris la question, mais juste rappeler peut-être que les MRC qui ont été à l'étude, ça a été juste dans 3 régions, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie de la Madeleine et Chaudière-Appalaches. Donc, on a pris en considération juste 2 MRC de chaque région. Donc, on n'a pas pris en considération Montréal ou d'autres métropoles, on a juste pris en considération les milieux, disons, ruraux, des Mais MRC plus. si je posais la question autrement, j'ai l'impression qu'on veut savoir s'il y a des points de recoupement qui peuvent être tirés là, Ah, pour Montréal, Sherbrooke, Québec, par exemple. Donc, des régions moins éloignées, disons, des territoires moins éloignés, mais où il y aurait peut-être des recoupements à faire, là. bah, la question de l'agisme, évidemment, c'est une question nationale qui se pose dans tous les territoires. Euh, la question de la concertation également, j'imagine. J'ai vu il y a d'autres études aussi financées par le FRQ, par exemple celui, hein, pas juste sur la COVID de Patrick Marier, Mariés? qui a été fait comme toutes les études en contexte de COVID, et donc qui sont plus sur la région de Montréal et sur les régions plus urbaines. Mais je pense que ces enjeux-là, l'enjeu de différencier les profils, en fait, l'étude de Monsieur Marier avait bien différencié les profils. Donc, cette question-là est très importante. La question de l'agisme et évidemment la question du travail en réseau. Je pense que ces enjeux-là demeurent aussi en milieu urbain, bien que probablement différemment, parce que en milieu, par exemple, en milieu urbain, les acteurs sont beaucoup plus nombreux et les enjeux sont différents. Merci. Oui, puis on rappelle aussi que même les déserts alimentaires et tout ça, ça existe aussi en ville, hein. Il y a des endroits qui sont moins bien desservis par les transports en commun ou tout ça. Donc, ça aussi, je pense que c'est un recoupement que qu'on pourrait faire, là.
Merci énormément à vous pour vos présentations, à toutes les équipes aussi pour leurs présentations. C'est une rencontre quand même dynamique. On a vu plusieurs visages à l'écran. On aime toujours ça, vous voir nous présenter en groupe vos résultats. Je remercie aussi nos partenaires qui ont rendu possible la réalisation de ces recherches, qui les ont financées à 100%. Merci au public pour ces questions, pour avoir été là. Merci aussi aux personnes qui vont nous écouter qui vont nous écouter en rediffusion à la maison. Votre participation est toujours précieuse et je rappelle que vous pouvez écrire aux équipes si vous avez d'autres questions. Je pense qu'on peut retenir aussi de vos deux présentations, c'est quelque chose qui m'a quand même marqué, hein. Les deux, vous avez mis en lumière la richesse, d'étudier des profils aussi, d'entendre les voix des personnes qui vivent ces situations-là pour pouvoir éclairer leur expérience, leur parcours. Donc, vraiment, merci. Même la voix des intervenants également, aussi leur père, qui est leur proche aidant parfois aussi, qui les accompagne. J'ai aussi noté, de mettre à profit l'agentivité, donc les solutions qui sont trouvées à même le milieu, mettre en valeur leur utilité sociale. C'est revenu dans vos deux communications. Ne pas travailler en silo. Donc, l'importance là, d'agir en concertation, de réfléchir ensemble. Puis aussi, un défi qui semble rester, c'est celui de pouvoir rejoindre les personnes parfois les plus défavorisées ou en tout cas les moins faciles à rejoindre. Donc, dans vos deux études, c'était un défi, qui restait à la fin de dire il y a des personnes qu'on n'a pas réussi à aller chercher, comment faire. Donc, je nous invite à y réfléchir. Je pense même qu'il y a des discussions qui peuvent se faire là, entre les équipes. Parfois, dans les milieux, vous pouvez avoir des idées. Donc, c'est une réflexion qui doit se poursuivre, autrement dit pour les recherches à venir. On va suivre d'ailleurs vos recherches, tout ce qui va suivre, les activités de diffusion, de transfert des connaissances que vous avez encore en route, qui sont souvent encore liées à la recherche que vous avez menée avec nous. Donc, on vous suit. Les présentations ont été enregistrées, vont être accessibles sur le site web du Fonds de recherche, sur notre site YouTube. Les rapports de recherche sont disponibles aussi. Certains outils que vous allez pouvoir trouver sont aussi disponibles sur la page des projets. Puis, la dernière chose, je vous demande, si possible, de remplir notre sondage de satisfaction. Ça nous permet toujours de nous améliorer, de mieux accompagner parfois nos équipes de recherche aussi, de voir la formule, si vous l'avez appréciée ou moins. Ça nous permet de nous ajuster, là. On fait beaucoup d'activités de transfert de connaissances, puis on est très preneurs, preneuses de vos suggestions. D'autres activités de transfert vont avoir lieu d'ailleurs sur le sujet. On vous invite, on espère que la rencontre d'aujourd'hui vous aura donné envie de participer, d'assister à ces prochaines rencontres. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour vos présentations. Puis j'espère vous revoir très prochainement ou vous relire très prochainement sur ces sujets. Merci.